Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette seconde séquence, cette seconde section de notre podcast Éthique et Covid-19. Dans cette question, on va poser la question du domicile et notamment de vivre confiné avec son proche ayant un handicap psychique, cognitif ou intellectuel. Donc je pose la question de l'internaute qui a pris contact avec nous. Comment faire intégrer le confinement à un jeune adulte en situation de handicap lorsqu'il n'en a aucune notion ? Donc cette question, on va pouvoir l'étendre effectivement aux personnes qui ont des troubles cognitifs avec la maladie d'Alzheimer par exemple. Et je propose à Catherine Olivet, qui est présidente de France Alzheimer 93 et présidente du conseil d'orientation de l'espace éthique, de commencer un premier élément de réponse autour de cette question. C'est toute la question de, même pour des personnes qui n'ont pas de troubles, cognitifs ou du comportement, quel que soit leur âge, enfants, adultes ou personnes âgées. À partir du moment où il y a trouble cognitif, il y a une perte de la connaissance de ces troubles, la perte des repères dans le temps, de l'information qu'on vient de vous donner. Donc c'est extrêmement difficile pour ces personnes malades d'adhérer à une conception du confinement qui t'autorise dans les textes à sortir une fois par jour. Parce que si tu viens de sortir, une demi-heure après, tu as oublié que tu es sorti. Si on vient de te dire « mais non, on ne peut plus sortir, on est déjà sorti », tu as aussi oublié l'information. Et que ce problème d'enfermement est déjà un problème qui, en temps normal, est très douloureusement ressenti. Les pulsions de partir, de retourner dans la maison d'autrefois, de partir errer dans la rue, même en pleine nuit, ce sont déjà des troubles fréquents. On le voit dans le champ de l'autisme, on le voit dans le champ de l'Alzheimer ou des maladies neuro-évolutives. Et donc, la résistance et l'interdiction de sortie ne peut pas être intégrée et comprise, ce qui fait exploser les troubles du comportement. Et puis, clairement, les violences vis-à-vis du conjoint aidant ou de la fille aidante qui va s'opposer à sortir et qui va être menacée par des malades en colère qui vont crier, injurier et parfois même taper. Donc, c'est une situation tout à fait épouvantable, d'autant que tout ce qui était pris en charge de jour, que ce soit dans le champ du handicap, je pense aux ESAT, ou dans les accueils de jour Alzheimer, tout ça s'est arrêté et donc il n'y a plus aucune soupape, d'autant que l'aidant lui-même, il souffre de cet enfermement. Donc c'est vraiment une situation, ce sont les coups de fil que je reçois le plus encore, de détresse qui sont des situations d'enfermement, claustrophobie, de violence morale et parfois de violence physique. Alors Jean-Luc Noël, vous êtes psychologue clinicien et vous affrontez souvent ce type de situation. Quelles seraient vos remarques, vos questionnements et vos conseils autour de cette question ? Pour ajouter sur ce que dit Catherine, la question du confinement nous plonge tous dans la question de l'inactivité, dans la question de l'ennui. Donc autant lorsque l'on n'a pas de trouble cognitif, on peut se raisonner, on peut se déprimer, on peut se languir. Par contre, quand on a des troubles cognitifs, tout ça est aboli et l'activité va devoir prendre le dessus, ce qui rend vraiment extrêmement difficile le fait de contenir quelqu'un à domicile. Donc, les conseils seraient d'occuper la personne avec toute la limite que ça a, de la capacité à occuper quelqu'un sur une durée aussi longue et quelqu'un qui, de surcroît, ne s'est pas fatigué. Donc, c'est là où peut-être il y a de la créativité à avoir sur qu'est-ce que l'on peut faire pour faire rentrer des personnes à domicile quand les personnes qui ont des troubles cognitifs ne peuvent pas sortir du domicile. Rentrer, j'allais dire, d'une manière numérique, d'une manière autre. Et je crois que tout l'enjeu est véritablement là, parce que les personnes, par exemple, qui vont avoir une maladie d'Alzheimer vont vivre d'autant plus avec angoisse qu'on leur interdise constamment de sortir. Et peut-être même, et ça sera à voir, de sortir dans la rue quand il n'y a personne, ça peut être aussi quelque chose qui est anxiogène. Donc ça pose tout cet ensemble de questions et de qu'est-ce que l'on peut offrir et proposer
poser pour que cette question finalement de l'activité, du manque d'activité et de l'ennui soit résolue chez des gens qui ne peuvent pas le faire seuls. Surtout quand la décharge physique est aussi pour faire baisser la tension psychique. Et quand cette décharge physique n'est pas là, on peut tous le ressentir quand on est confiné chez nous. Mais lorsque, là, en plus, psychiquement, on n'arrive pas à gérer cette tension, ça a un impact d'autant plus important et d'autant plus grand. Et qu'est-ce qui peut se passer dans le cas où le proche aidant est atteint du coronavirus ou d'une maladie, et doit être hospitalisé et ne peut plus s'occuper de la personne atteinte de troubles cognitifs? Quelles sont les prises en charge? Quel est l'accompagnement qu'on peut proposer aujourd'hui dans cette crise? En situation de catastrophe, parce que je répète que les conjoints aidants n'ont pas que le Covid-19, je suis obligée de dire que rien n'a été pensé. En tout cas. On commence seulement à parler de ces situations des personnes âgées. Ça vient, si j'ose dire, ça vient d'apparaître médiatiquement avec les décès dans les EHPAD. Personne ne parlait jusque-là de la situation spécifique des personnes âgées, polypathologiques, à domicile ou en institution. Personne ne l'a évoqué. Je me permets d'intervenir. J'aimerais ouvrir, parce que ce que dit Catherine Olivier est en fait très vrai pour toute personne aujourd'hui vulnérable. Et on se retrouve dans des cas de figure extrêmes avec des parents qui gèrent des enfants vulnérables, avec des enfants qui gèrent des parents vulnérables, avec des conjoints qui gèrent des conjoints vulnérables. En fait, on pourrait citer beaucoup de situations aujourd'hui, y compris autres que du domicile, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens à qui il faudrait penser dehors. Mais moi, j'ai aussi envie d'apporter peut-être une vision plus... En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Parce qu'on est tous angoissés et les professionnels le sont aussi. Alors, peut-être deux choses. La première, c'est bien sûr, soyons informés et tenons-nous au courant de ce qui se passe, mais peut-être juste limiter un peu les médias parce que c'est anxiogène. Il y a beaucoup d'informations différentes et c'est pas évident de savoir quelle information traiter, quelle information est sérieuse et sur laquelle s'appuyer. La deuxième, c'est que on a tous aujourd'hui une angoisse à maîtriser. On a tous des moyens pour le faire qui sont très personnels. Certains y arrivent, d'autres pas. Et c'est pas très grave si aujourd'hui on renverse un peu les choses et si la personne de qui on s'occupe devient plus forte que la personne qui devrait pour le coup l'être. Juste, il faut accepter de travailler ensemble. Et là, pour le coup, on fait équipe. Il n'y a plus... en fait, on vient peut-être de découvrir qu'on était tous finalement vulnérables. Je crois que Fabrice, tu ne me contrediras pas. Et donc, comment on fait pour se servir de la force des uns des autres et à quel moment, finalement, on peut switcher parce qu'on a tous nos moments de fatigue. Et donc, prenons le relais, quoi. Voilà. Tu parles de l'information. Et justement, il y a une question d'un internaute qui fait part de cette grande anxiété des personnes vulnérables à domicile en ce moment et qui parfois ferment leurs portes aux aides à domicile, aux aides ménagères, et même si ces aides doivent leur apporter des soins absolument nécessaires. Comment faire face à ces situations de refus de soins finalement? Je pense que ce qui est assez révélateur de ce qui est dit notamment par Noémie et Catherine, c'est qu'on est aussi dans des situations dans lesquelles les personnes ne sont finalement pas vulnérables ou ce sont des proches de personnes vulnérables que l'épidémie a vulnérabilisées et que tout d'un coup on s'aperçoit que on découvre en fait que ces personnes sont vulnérables à cause de l'épidémie alors qu'elles étaient non peut-être pas vulnérables avant mais qu'elles étaient dans une situation de grande fragilité sans que personne ne s'y intéresse et sans que personne ne s'en occupe. Et tout d'un coup, cette épidémie fait surgir cette vulnérabilité. Alors, on a d'autres situations qui sont d'une certaine manière un peu comparables. On sait que la santé en prison est dantesque, par exemple. On sait qu'il y a une vraie difficulté pour cette catégorie de personnes aussi et que l'épidémie va faire surgir une vulnérabilité spécifique du fait de l'enfermement. Donc, voilà, on découvre de nouvelles choses qui finalement étaient en quelque sorte à la marge de l'acceptable de la société
et qui, du jour au lendemain, ne le sont plus du tout. Mais en réalité, cette situation était acceptable pour nous, elle n'était absolument pas acceptable pour les personnes qui vivaient elles-mêmes dans ces situations. La première des libertés, justement, et c'est ce que disent les gouvernants depuis longtemps, en matière de terrorisme et de dispositifs d'exception, on dit toujours la première des libertés, c'est la sécurité. On ressent moyennement, effectivement, en période de droit commun, sauf qu'en période d'épidémie, effectivement, la sécurité est une liberté, et la liberté consiste à être en sécurité. Donc ça change un peu de paradigme. On n'est plus dans une opposition, on est dans quasiment une identité en réalité entre ces deux principes. Cohabitation. Cohabitation, exactement. Sur la question du domicile, je voulais juste renverser un peu les choses en parlant de ce bénéfice-risque que Benjamin et Catherine ont abordé, parce qu'aujourd'hui, les soignants aussi réalisent qu'il y a peut-être d'autres façons d'entrer en contact avec les personnes vulnérables et qu'il y a peut-être d'autres moyens en utilisant notamment les voisins, les amis, la famille, le téléphone, de contacter, de répéter encore et encore la même information pour qu'on puisse tous en fait comprendre ce qui est en train d'arriver et que c'est pas très grave si pour une journée on n'a pas respecté ces rituels, mais que demain quelqu'un reviendra. Il y a des solutions, juste il faut qu'on accepte de travailler ensemble. Merci beaucoup.